Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée à Blaine se passe bien. On va essayer de faire en sorte que ça continue comme ça. Pour faire les présentations, donc moi je travaille dans une start-up qui travaille dans la publicité à Lyon. Et pour cette société, j'ai intégré l'IAB France il y a peu de temps. Et j'ai rencontré David. David est président de l'IAB France, donc juste pour faire un petit topo pour tout le monde. L'IAB France est une association publicitaire qui va regrouper des entités de la plus grosse à la plus petite, de Google, Facebook, Le Monde, Avast, Tids, en passant par Bitcoin, par exemple, petite start-up lyonnaise. À l'IAB France, il y a 3 objectifs qui sont importants pour cette association et qui sont de structurer le marché de la publicité en ligne, de favoriser l'usage de la publicité en ligne et d'optimiser l'efficacité de la publicité en ligne. Moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec la pub, c'est que quand on travaille dans la pub, on a toujours quelqu'un qui nous dit « j'ai essayé de taper sur le bouton de fermeture et ça n'a pas marché ». Et à ce moment-là, on se sent comme un agent SNCF et on se dit qu'on va se prendre toutes les questions sur la publicité qui viennent. Donc j'espère que vous aurez des questions aussi, sachant qu'aujourd'hui, votre agent, c'est David, et que pendant son intervention, vous allez avoir un hashtag qui va s'afficher juste derrière, si tout fonctionne. Donc ce sera pour vos questions, pour vos réactions, et aussi pour le concours de trolls, si jamais il y en a dans la salle. David, à toi. Merci beaucoup, Odile. Bonjour à toutes et à tous. C'était sympa, votre cours de philo? Bon, tant mieux alors. Mon nom est David Lacomblède, David_Lacomblède sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Slack, Yammer, Tinder, non. Je suis, Odile vous le disait, président de l'IAB France, qui est une association internationale qui a été créée il y a 25 ans pour mettre un peu d'ordre dans les formats publicitaires sur Internet, ce qui explique que vous voyez à peu près les mêmes formats, quel que soit le site où vous alliez à travers le monde, avec une préoccupation effectivement d'être particulièrement exemplaire, là où nos clients, consommateurs, vous, internautes, êtes de plus en plus exigeants. Par ailleurs, je préside un think tank, la Villa Numéris, que j'ai créé cet été, après avoir passé une quinzaine d'années dans une petite start-up qui s'appelle Orange, dont j'ai dirigé la stratégie des contenus notamment, et le lobbying aussi. L'idée aujourd'hui est de promouvoir certes la publicité, mais dans une expérience agréable, là où effectivement Internet est devenu un peu le boulevard des marques, avec une telle profusion que parfois on a l'impression d'une invasion. Dans un monde où tout est digital, tout le monde, vous comme moi, sommes devenus des médias, et dans un monde qui connaît 3 révolutions en une, en quelque sorte. Une révolution due à l'instantanéité et à la globalisation des choses, une révolution où l'on veut tout de suite et tout le temps, et enfin une 3e révolution d'une certaine forme de dématérialisation au profit d'autres matériaux. Instantanéité qui fait qu'on est tous désormais à un tweet l'un de l'autre, et on voit bien qu'il y a une sorte d'effet gazouillis, et j'étais déjà avec vous alors que je n'étais pas encore dans le train qui me menait à Lyon ce matin, et pourtant j'ai le sentiment d'avoir suivi vos conférences, d'avoir vu les blagues, les trolls aussi ce matin, parce que Internet offre cette ambiance débridée où on peut parler de choses sérieuses tout en le faisant de manière moins sérieuse parfois. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'une manifestation comme celle que vous proposez aujourd'hui à Lyon, avec effectivement cette accélération du temps qui fait que désormais vous avez tous la même part de voix que votre voisin, mais qu'un éditorialiste le plus prestigieux, qui fait que vous avez des candidats à l'élection suprême aux États-Unis qui peuvent se retrouver dans des tweets clash avec Miss Univers, comme on l'a vu la semaine dernière avec Donald Trump, avec une sorte de dictature de l'instant et du buzz qui fait que nos responsables politiques, économiques, sont finalement tout le temps et désormais en permanence aux aguets, comme sommet de réagir à tout événement qui peut subvenir sur la planète.
avec un effet de pression considérable, parce que, et une sorte d'effet de ciseau, si je puis employer cette image, qui fait que quand vous êtes sommé de réagir immédiatement, vous pouvez aussi commettre des gaffes, aller un peu vite parfois, parce que vous n'avez pas tourné cette fois votre langue dans la bouche, de commettre des gaffes qui vont rester gravées dans le marbre numérique à vie. Et c'est là une pression sur les responsables, sur les marques, sur toutes les sociétés qui nous entourent, avec une obligation de surveiller sa réputation. Mais cette obligation, vous la faites vôtre également. Vous faites attention à la manière dont vous publiez sur Twitter, vous faites attention à la qualité de votre photographie sur LinkedIn, vous vous projetez non pas tel que vous aimeriez être, mais tel que vous êtes, en faisant attention néanmoins à bien vous vendre. C'est normal, comme lorsqu'on fait un CV, on se vend sous son meilleur jour, sous ses meilleurs atouts. Et d'ailleurs, vous le savez bien, ceux qui s'éloignent un peu de ce qu'ils sont réellement sont immédiatement pris et traqués et démasqués et bannis la plupart du temps des réseaux sociaux. Et c'est bien une pression supplémentaire qui pèse sur les marques aujourd'hui d'être au plus près de leurs valeurs, de ce qu'elles portent et de ce qu'elles entendent incarner. Avec néanmoins une sorte de dictature de l'urgence. Alors là, je vous renvoie vers un livre de Gilles Finkelstein qui s'appelle précisément « La dictature de l'urgence » et qui montre qu'on est dans un état d'insatisfaction permanente avec un phénomène de virtualité appliquée, ou même chez notre boulanger, on est incapable de faire plus d'1 minute la file d'attente. On aimerait que ça réponde comme ça, d'un clinquement de doigts, parce que nous sommes habitués aujourd'hui à ce que tout réponde au mieux. Et il y a une pression qui se porte sur tous les commerçants à travers la planète, qui est celle d'Amazon, pour bien faire, parce que c'est un service impeccable, qui marche très bien. Vous vous attendiez un livre le lendemain de votre commande, vous n'avez pas reçu, vous appelez le service en ligne et on vous dit « c'est pas grave, monsieur Lacomblède, on va vous en renvoyer un autre, on va vous rembourser » et vous n'avez pas l'impression de passer pour un voleur immédiatement. Faites le test tout à l'heure dans un guichet de métro ou de train, si d'aventure le service n'a pas été rendu, on vous donnera un espèce de A5 mal photocopié dont on vous demandera de le renvoyer au service client. Et aujourd'hui, il y a un canon de services qui pèse sur tous les business et qui pèse, bien sûr, sur la publicité. Dans un monde où toute déconnexion est impossible, je parie que vous vous souvenez parfaitement de ce que vous faisiez le 6 juillet 2012 aux alentours de 15h30. C'était la fameuse panne Orange. Et que vous soyez abonné Orange ou pas ce jour-là, vous avez été dans l'incapacité pendant quelques heures de ne pas joindre vos amis, votre famille. Alors heureusement, il n'y a pas eu de cas dramatique, mais ça montre ô combien toute déconnexion est désormais impossible. Avec un avènement des écrans, il suffit de vous regarder pour voir que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, derrière un écran, Odile en tête, parce que c'est 6, 7 écrans par famille désormais, qui ne font plus qu'un seul, en réalité, tout au long de votre journée. Vous vous êtes réveillé avec peut-être votre iPhone ce matin. Vous allez me dire, ça fait un peu cher le réveil matin, mais c'est la fonctionnalité que vous en attendiez à ce moment-là. Comme la fonctionnalité que vous attendez maintenant de votre ordinateur, c'est de pouvoir envoyer des mails. Comme celle de l'iPad, c'est peut-être de lire des vidéos, comme le fait actuellement Odile, et celle de votre monde connecté, d'écouter de la musique. Et donc on n'attend plus de l'appareil que vous avez entre les mains qu'il remplisse la mission de ce pourquoi ils ont été faits, mais de ce pourquoi vous en avez besoin au moment où vous l'avez entre les mains, d'où cette continuité des écrans qui vous accompagnent tout au long de la journée avec ces petits appareils qui sont dans les poches de tous nos concitoyens. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui n'aurait pas un mobile? C'est un suspect. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas un mobile, un compte LinkedIn sur le marché du travail, autant vous dire que vous allez avoir de grandes difficultés à trouver un nouvel emploi. Et parce que Internet, le web que nous aimons, est devenu un instrument de la mondialisation et de la globalisation face à des stratégies globales de géants mondiaux
qui sont des États numériques dans l'État. Facebook, c'est 1,5 milliard d'habitants, d'abonnés à travers notre monde, près d'un terrien sur 4 est sur ce réseau, avec une émergence d'une certaine forme de citoyenneté, de reconnaissance dans ces réseaux, plus que d'ailleurs dans son propre pays, parfois avec sa propre langue. D'ailleurs, il est bien difficile de la comprendre quand on y arrive la première fois, avec sa propre monnaie aussi, et avec une puissance telle qu'aujourd'hui, la valorisation boursière d'Apple doit être entre 300 et 400 milliards de dollars, donc équivalente au produit intérieur brut de l'Irlande. Et quand on s'adresse à de telles sociétés, on ne les prend pas de haut, on s'adresse d'égal à égal pour tenter de construire, pour imaginer l'avenir. Et c'est vrai, on le voit bien dans notre pays, au-delà des personnes qui travaillent dans le numérique, il y a parfois une tentation du repli face à 2 continents numériques, parce qu'on parle beaucoup des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais il faut bien voir qu'il y a exactement la même chose de l'autre côté en Asie-Pacifique et en Chine. WeChat, c'est près d'1 milliard de personnes qui vont discuter aujourd'hui dessus à travers le monde. Et c'est chinois. Et parce que vous avez la Chine et l'Asie-Pacifique qui sont des régimes autoritaires mais éclairés qui soutiennent leurs entreprises. De l'autre côté, une démocratie libérale, les États-Unis, qui soutiennent également leurs entreprises. Et au milieu, l'Europe, qui ne sait pas vraiment à quel sein se vouer, un peu empêtrée dans sa réglementation, et qui fait qu'in fine, on ne sait même pas si on a le droit d'exploiter les données qu'on récolte, si on a le droit de les revendre, ne serait-ce qu'en Allemagne, parce que les réglementations et les CNIL locales ne sont pas les mêmes. Alors que nous avons les talents, et vous en êtes la démonstration à Lyon avec cette manifestation. Sur le fond, la French Touch, ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas une société à travers le monde où vous n'avez pas un Frenchie à bord du conseil d'administration. Et on a des talents sur le savoir-faire également, à un moment où Internet devient de plus en plus une chose des mathématiques, des algorithmes, et on a des filières d'excellence en matière d'ingéniosité. Des talents avec notre langue, qui sera plus parlée que l'espagnol à l'horizon 2030, c'est dans 15 ans, et avec nos marques, des marques fabuleuses qui sont connues à travers le monde. Vous savez que, par exemple, il y a un opéra qui se construit en Chine actuellement par semaine. Et autant vous dire que demain, ce sont des musiques nées sur notre continent qui y seront jouées et qui, d'ailleurs, nous seront restituées d'une manière dont on ne l'a jamais entendue d'ici 15 ans, parce que ce sont des personnes qui chantent au quart de ton, là où nous, on chante à 2 tons, et donc nous redécouvrirons notre propre culture de manière cristalline. Et des marques comme l'Opéra de Paris, par exemple, ça veut dire quelque chose à travers le monde, et donc ce sont autant de forces à mettre en œuvre à une seule condition, d'être conquérant, d'accepter d'avoir une vision pour affronter la prochaine révolution digitale, qui est celle des nanotechnologies, qui est celle de l'intelligence artificielle, donc du cognitif, et de la biotechnologie. Et il faut bien voir quelque chose, Internet ramené à la France, ça s'appellerait un intranet, et là on est mort. Et comme on serait mort à vouloir toujours taxer Google. La semaine dernière encore, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une proposition de loi émanant du Sénat visant à taxer YouTube. Moi je vous dis comment ça se passe, en général, on finit par taxer tout le reste du marché, sauf Google. Alors par chance, cette proposition de loi n'a pas été acceptée par le gouvernement. Parce qu'il y a une loi d'airain dans le digital, c'est qu'il faut accepter en permanence d'être partenaire de ses concurrents. Et effectivement, vous ne pouvez pas être dans une guerre économique permanente et frontale avec des personnes avec qui vous avez des intérêts croisés et bien sentis. Troisième axe de la révolution que nous vivons actuellement, c'est une forme de dématérialisation au profit d'autres matériaux. Alors, on fêtait il n'y a pas si longtemps que ça le 10e anniversaire d'iPod et d'iTunes, 10 ans seulement, 10 ans déjà. iPod, c'était extraordinaire quand on l'a eu il y a 10 ans, parce qu'avant, c'était dur de partir en vacances ou en week-end avec tous ces CD. Et là, vous avez pu partir avec toute votre musique en week-end. Fabuleux. Aujourd'hui, vous pouvez partir avec toute votre musique, mais avec toute la musique du monde, grâce à Deezer, grâce à Spotify, et la 4G est en train de tuer iPod. C'est la même chose en matière de mobilité.
Vous pouvez rouler en Vélib, en tram, en Autolib dans quelques villes, faire de la multimodalité, utiliser l'un, utiliser l'autre. Là où la voiture, pour beaucoup de familles, est encore le bien le plus précieux, qui dort dehors. Là où vous avez une voiture, désormais, quand bon vous semble, ou bon vous semble, et qui vous met même la dernière radio que vous vouliez. Autre révolution, c'est celle de la 3D, avec l'avènement des imprimantes 3D chez vous demain, avec là aussi des industries dans le dur qui vont être touchées. Imaginez un instant que le petit dernier de votre famille ait perdu une pièce de Lego dans le jeu qu'il avait eu à Noël. Est-ce que vous rachetez l'intégralité d'une boîte de Lego pour remplacer la petite pièce manquante? Ou est-ce que si vous trouvez un plan sur un moteur de recherche et que vous pouvez la construire dans votre salon, vous ne la construirez pas directement sans repayer la licence? Et c'est bien ce qu'a compris Lego comme société et comme gros risque à l'avenir. Et ce n'est pas un hasard si cette société a fait le plus gros de sa marge l'an dernier, non pas sur son business traditionnel de construire des pièces de Lego, mais sur un film Lego. Souvenez-vous, il y a même eu des remises d'Oscar en Lego lors de la cérémonie de l'année dernière. Et donc aujourd'hui, tout le monde est condamné à revoir de fond en comble sa stratégie, son approche avec ses clients. Alors vous allez me dire, c'est l'horreur. Alors il faut bien voir une chose, hein, cette vague du digital envahira tout sur son passage et on ne la repoussera pas. Et c'est en ça qu'il faut la saisir et en faire une chance. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas plus dissemblable que le numérique et la culture. Le numérique, on est en permanence, on parle rupture, une innovation chasse l'autre, là où la culture offre une ligne de vie, de continuité. Et pourtant, la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, disait le philosophe, mais aussi quand on n'a plus rien. Et c'est une fenêtre ouverte sur le monde en permanence, dont on peut savourer les connaissances, la source d'information, de loisirs et de divertissement que cela représente. Avec, et c'est assez inédit en matière de médias, plus vous êtes consommateur d'Internet, plus vous êtes consommateur de numérique, plus vous êtes consommateur d'autres médias. Parce que si vous avez des amis qui vous conseillent un restaurant, vous irez, une pièce de théâtre pareil, et de cinéma. Et c'est bien un des paradoxes, là où on parlait de piratage de films et de cinéma au cours des 10 dernières années. On n'avait jamais eu autant de fréquentation dans les salles de cinéma au même moment. Et en publicité, c'est la même chose. Si vous pointez du doigt les consommateurs parce qu'ils auraient mis des adblockers, ils se détourneront de vous et diront allez faire autre chose, allez voir ailleurs. Et c'est en cela qu'il ne faut pas opposer le numérique et l'humain, parce que l'humain, c'est le numérique, et je crois profondément à un mariage fructueux des deux. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas un homme sur cette terre à ce moment précis qui est en train de couper un morceau de blé, toutes vos transactions numériques s'effondrent. Et donc il n'y a pas la vraie vie d'un côté et le numérique de l'autre. Le numérique fait bel et bien partie de la vraie vie. À nous, cependant, de reprendre le récit face effectivement à la quête de hits mondiaux. Comment on fait pour vivre quand on est un journal local à Lyon, un groupe de rock en Bretagne, pour émerger dans cet océan numérique. Et donc c'est bien de notre responsabilité que de se former soi-même, parce que nous sommes propriétaires de notre formation, là où nous ne sommes pas propriétaires de nos emplois, et parce que nous avons cette responsabilité que d'emmener nos concitoyens, qui n'ont peut-être pas eu la même chance que nous, de monter dans le train du numérique au moment où ils partaient. Par chance, il est encore en gare, et on peut monter à tout instant dedans, à condition de faire le pari de l'intelligence. Et le pari de l'intelligence, c'est bien de créer du lien, intelliguare en latin. Et le propre de l'Internet, c'est de créer du lien. Ne parle-t-on pas de lien hypertexte? Mais effectivement, il y a des mastodontes à embarquer avec nous. Je pense à l'éducation nationale. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais il faut oser se mettre en danger quand on est sur un piédestal tel que peut l'être aujourd'hui un professeur. Parce que le numérique offre une forme de bibliothèque d'Alexandrie. Tout est accessible, toutes les connaissances, tous les savoirs sont accessibles. Alors certes, parfois, on a l'impression qu'il manque un bibliothécaire dans la bibliothèque, et c'est bien à nous de le créer. Comme c'est bien à nous d'apprendre, à lire.
j'allais dire, entre les lignes de code. Avec un effet de transparence inouï, on le disait tout à l'heure en entrée, où vous êtes obligé d'être relativement proche de ce que vous êtes, au risque de vous faire démasquer, et une transparence qui va nous offrir des sauts en matière de création tout à fait inouïs. Je ne sais pas si vous avez vu ce cas d'un étudiant qui faisait une thèse sur Huxley. Il s'y est pris au dernier moment. Ça peut arriver, ça nous est tous arrivé. Donc la veille, il a recopié l'intégralité de la fiche Wikipédia sur la guerre des mondes. Il a rendu la fiche Wikipédia à son professeur en la signant de sa main. Il s'est dit qu'il avait peut-être fait une bêtise, moyennant quoi il est retourné sur Wikipédia le lendemain et il a corrigé la fiche Wikipédia. Il s'est fait démasquer par la communauté Wikipédia. Il est interdit d'examen pour 3 ans. Alors aujourd'hui, les universités, d'ailleurs c'est le cas de Sciences Po à Lyon, je crois, donnent le logiciel qui va vous permettre de savoir si vous êtes ou pas dans les clous en matière de plagiat. Et donc demain, les étudiants seront véritablement obligés d'innover, d'inventer, de réfléchir et donc de créer. Et c'est en cela que nous aurons des vrais paliers de création dans les mois et dans les années qui viennent. Alors c'est vrai que dans cet univers de surabondance digitale, où les marques viennent à nous en permanence, où on a le sentiment d'avoir un chemin de continuité de publicité et de marque permanent, il y a parfois une tentation de rejet face à cette petite goutte publicitaire qui fait déborder le vase, j'allais dire même qui fait boule de neige. Et nos médias aujourd'hui, c'est vrai, Odile en parlait tout à l'heure, sont attaqués frontalement parce qu'ils sont décriés, vilipendés et au final adbloqués. Et c'est vrai que les médias ont une responsabilité particulière aujourd'hui parce que ce sont les plus visibles. On est en permanence dans la poche de nos concitoyens. Ce sont les médias qui sont à travers la planète désormais plus investis que la télévision. Et effectivement, ça crée des obligations. Et la première obligation, c'est de respecter ceux qui vous font confiance de prime abord. Alors c'est vrai que c'est à peu près toujours le dernier média qui arrive, qui trinque à travers les âges. Le livre, là on remonte à Gutenberg, était taxé de faire entrer le diable dans la chambre des femmes. La radio allait tuer les quotidiens. La télévision allait tuer le cinéma. Et des inepties comme ça, de tout temps, on en a entendu. Aujourd'hui, on entend que le digital va écerveler la jeunesse, parce que ça va tuer tout sur son passage. Que des balivernes, c'est au contraire un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, et c'est bien à nous d'en être les acteurs à présent. Se pose néanmoins la question du financement. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a mis un adblocker sur son ordinateur? C'est la question qui fait mal en général, parce que là, vous êtes au-delà de la moyenne des Français qui est de 30%, et qui met en péril un des 2 poumons de l'Internet. Alors, je ne veux pas vous culpabiliser, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Internet vit avec 2 poumons, un poumon marchand, de services que vous pouvez acheter ou d'objets en ligne, et un poumon publicitaire qui fait que, globalement, beaucoup de services, de contenus peuvent être accessibles en ligne gratuitement. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'illusion de la gratuité, parce qu'on sait bien tous qu'il faut payer à un moment, par la publicité qu'on accepte ou plus, par les données dont on sait qu'elles vont être exploitées également. Je ne sais pas si vous savez, il y a un enfant sur 2 qui naît dans notre pays, cette année, qui va être sur Facebook dans l'année de sa naissance. Non pas qu'on lui ouvre un compte, mais il y a toujours quelqu'un pour poster une photographie d'un nouveau-né, et donc son prénom, et donc son lieu de naissance. Et donc vous avez une carte assez précise de la démographie d'un pays comme le nôtre, par l'intermédiaire de réseaux sociaux aujourd'hui. Et d'ailleurs, si la puissance publique s'en emparait, on pourrait imaginer être un peu meilleur dans la construction des écoles dans 5 ans, des lignes de chemin de fer dans 25 ans, et des hôpitaux dans 120 ans. Et aujourd'hui, il y a cette force des data qui sont aussi une monnaie courante, si je puis dire.
Néanmoins, il faut bien voir que la publicité est un des drains principaux. C'est plus de 3 milliards d'euros dans un pays comme le nôtre. Un site comme Google, rien qu'en France, a plus de recettes publicitaires qu'une chaîne historique comme TF1. Et donc, effectivement, il y a un poids publicitaire qui participe au financement de la création, qui participe au financement de l'information, qui participe aussi très certainement à une partie de votre activité, vous qui êtes réunis ici aujourd'hui. Et sans publicité demain, il n'y aura plus d'Internet. Et sans Internet, c'est moins d'accès à l'information. Et donc, très certainement, une partie de la démocratie, à mon sens, qui pourrait se trouver attaquée pour le moins. Néanmoins, c'est bien beau de tenter d'aller le faire comprendre aux internautes, mais ça ne suffit pas. Nous, on l'a vu à l'IAB dans les sondages qu'on a pu mener avec Odile et notre équipe. Les internautes ont conscience d'avoir un bouton, un interrupteur publicitaire sous la main, et que dès lors qu'il faut accepter un peu de publicité pour aller voir des contenus qui en valent la peine, ils le débranchent. Mais si vous leur dites que vous allez tuer leur site favori, ils diront « mais c'est le problème du site ». Qu'ils se mettent au goût du jour, qu'ils me fassent un peu plus confiance et qu'ils m'accueillent sans me matraquer de publicité. Alors c'est vrai qu'Internet paye aussi un peu pour les autres, parce que la publicité, vous en avez en radio, dans vos magazines, en télévision, mais qu'il offre, et c'est un des premiers médias à le faire, une capacité d'éradiquer immédiatement toute la publicité. Et c'est en cela qu'Internet paye aussi un peu pour les autres médias. Néanmoins, et c'est l'exercice auquel on se livre, on veut montrer ô combien les adblockers, je pense à Adblock Plus aujourd'hui, sous couvert d'agir pour plus de probité, laissent en réalité passer ceux qui les payent. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est une démarche bien maligne, je trouve, que de procéder ainsi. Néanmoins, c'est bien aux professionnels de la publicité de prendre en main leur destin, de faire œuvre d'imagination, de faire œuvre de création pour trouver des nouveaux modes de promotion, moins intrusifs, et qui rendent un véritable service à leurs utilisateurs et aux consommateurs, parce que de toute façon, il suffit d'un mouton noir pour emporter le troupeau. Et à l'IAB, on a les 140 premiers sites éditeurs, médias, régies publicitaires et agences médias parmi nous. Et donc, on veille à ce qu'ils respectent les règles qu'on édicte et qu'on édicte aussi avec les consommateurs, bien sûr. Et on rappelle à l'ordre celui qui contreviendrait, parce qu'on n'est pas un label pour faire n'importe quoi, mais au contraire, un label pour plus de respect de la part de zone internaute. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter. Quand vous êtes des professionnels, il faut les écouter, se plaindre du fait qu'on leur a proposé un aspirateur en ligne alors qu'ils en avaient acheté un il y a 2 mois. Ça nous est tous arrivé. Ou sur des voyages, vous rentrez de vacances, on vous propose encore le voyage dont vous revenez. D'ailleurs moins cher que le prix auquel vous l'aviez acheté. Ça énerve, forcément. On écoute aussi les consommateurs quand ils nous disent je voulais aller sur mon mobile consulter une information et il y a une vidéo, j'arrivais même pas à trouver la croix qui s'est déclenchée avec le bruit qui va avec, alors que j'avais peu de temps pour aller consulter cette information. Et en plus, la vidéo, le temps de chargement de cette vidéo est défalqué du forfait 3G ou 4G bloqué. Ça énerve, c'est normal. Si vous cramez votre forfait en 10 jours alors que c'est pour 1 mois et que vous vouliez le consacrer à des communications WhatsApp, il y a un moment où trop, c'est trop. Et c'est en ça que moi j'appelle les adhérents de l'IAB à ne jamais oublier que désormais les professionnels de l'Internet sont toujours à un clic d'être adbloqués. Et un internaute perdu, vous ne le revoyez plus. Et c'est bien au prix de cette pédagogie, de cette éducation, mais aussi d'inventivité, de sobriété également et de simplicité, qu'on pourra renouer un dialogue fructueux avec les consommateurs. Parce que la réalité est qu'une publicité est bien perçue quand elle est de bonne qualité et quand elle rend un service
quand elle parle à l'intelligence. Vous voyez le succès du film Kenzo, je ne sais pas si vous l'avez vu en ligne, qui dure 5 minutes. Le temps n'est même plus un problème, puisqu'il y a une qualité, il y a une intensité dramatique, et qu'on le regarde parce qu'il est plaisant, et ça sert grandement la marque, parce qu'il est beaucoup partagé derrière. Mais il a été imaginé pour le web, ce n'est pas une déclinaison d'un vague spot publicitaire qu'on met sur Internet, mais c'est bien une création qui a été faite ad hominem pour toucher au cœur de ceux qui le voient. Alors c'est vrai qu'il y a en plus un match permanent de l'éditorial et de la publicité, à front renversé en quelque sorte. Moi je suis journaliste de formation, et je vois bien aujourd'hui que les journalistes sont toujours incités à faire un peu plus accrocheurs dans leur titrail, un peu plus voyants dans leur photographie, incitatifs dans leur texte, parce qu'ils sont confrontés en permanence à la publicité. Vous regardez n'importe quel site web, vous avez la publicité d'un côté, l'éditorial de l'autre, et donc vous êtes dans ce match permanent que vous voulez gagner. Et pour gagner, vous prenez des codes de publicitaires, en réalité, pour tenter d'amener vos lecteurs chez vous. Et quand je parle de front renversé, vous êtes face à des marques qui, elles, au contraire, veulent raconter une histoire, nouer un dialogue, et donc d'être dans un récit immersif, au risque d'entretenir une certaine forme de confusion. Alors, je vais dire que nos ancêtres l'avaient bien compris. Si on doit parler de Procter & Gamble, c'est quand même le créateur des soap-opéras dont on pourrait dire que ce sont les séries d'aujourd'hui en matière télévisée dans les années 70. Si je remonte un peu plus loin, c'était le cas de Citroën qui a inventé un récit immersif avec la croisière jaune. C'était une épopée en voiture de France jusqu'en Chine qui permettait de nourrir le récit de la marque. Le guide Michelin a été aussi fait et créé par Michelin, c'était le guide rouge je crois à l'époque, pour construire un récit et tendre de nouveaux liens avec ses consommateurs. C'était en quelque sorte des messieurs Jourdain du native advertising qui faisaient de la prose sans le savoir. Et c'est vrai qu'avec le digital, il y a un nouveau rapport à la marque qui s'écrit, avec des nouveaux espaces pour ces marques, pour peu qu'elles acceptent d'en prendre les valeurs, pour peu qu'elles acceptent de ne plus être sur le haut de leur montagne à dire ce qu'il faut penser, mais d'être dans ce dialogue et de traiter dans sa globalité le rapport au consommateur. Et là, à partir de ce moment-là, le numérique et l'ensemble de ces déclinaisons, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, les blogs, les contenus audiovisuels, le big data, apportent de fait, à mon sens, une quatrième dimension au numérique, qui est celle d'une révolution liée au temps. Un temps réel, qui est celui de la réactivité. C'est vrai que vous êtes dans l'obligation de répondre immédiatement. Est-ce que vous vous souvenez de ce cas d'un client de British Airways il y a quelques années, qui avait été hautement insatisfait du service qui lui avait été donné? Il atterrit, il prend son téléphone, il appelle le service client, et là on lui dit « Désolé, nous sommes vendredi, il est 16h, nous sommes fermés ». Il dit « Qu'à cela ne tienne, je vais aller sur Twitter, on me répondra bien ». Pareil, ce qui est quand même un comble pour une compagnie aérienne qui est censée être ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24. Qu'à cela ne tienne, il a acheté pour $1000 de mots-clés sur Twitter, et autant vous dire que le buzz a été au-delà du très mauvais pour cette compagnie, qui a mis du temps à redresser la barre et le dialogue avec ses utilisateurs. J'en revenais à ce sentiment où on veut tout le temps et tout de suite. Un temps relationnel avec donc cette interactivité qui fait que vous êtes en permanence accompagné, et un temps émotionnel, si je puis dire, pour déployer son récit de marque d'une fiction ou d'une immersion. Et l'enjeu pour les marques aujourd'hui est de prendre possession de ces nouveaux espaces vierges qui s'ouvrent sur le numérique. Et c'est en cela qu'on a un besoin et une nécessité absolue de transparence, et que nous devons, nous, professionnels de la publicité, être particulièrement exemplaires
Et donc c'est pour ça que nous, dans nos livres blancs, en particulier dans les règles qu'on peut édicter, on appelle nos membres à être on ne peut plus clair sur la mention de ce qui est de la publicité dans leur colonne, la désignation par des logos, par une différenciation. On parle pas, on n'écrit pas de la même manière en publicité qu'en éditorial. Et la confiance est à ce prix. Et ça prendra du temps pour renouer cette confiance avec les utilisateurs. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui d'aller chercher peut-être quelques dizaines de milliers d'euros parfois en matière publicitaire, au risque de dégrader parfois le contrat de lecture avec ces utilisateurs. Et s'il y a bien un contrat difficile à remplir, c'est le contrat de lecture avec ces lecteurs, parce que par nature, il n'est jamais écrit et jamais signé par les deux. Je crois que c'est Philippe Bouvard qui disait les audiences, ça descend par l'ascenseur, ça remonte par les escaliers. Et tous ceux qui ont dirigé des sites web ou des publications savent bien que toute construction d'audience se fait dans la durée et qu'elle est particulièrement difficile. Néanmoins, la publicité devient l'essence de la marque aujourd'hui, et ça n'en constitue pas un canal supplémentaire. Et c'est dans une nouvelle acceptation, à mon sens, qu'il faut entendre le mot de contenu, non seulement comme le contenu de marque au sens éditorial, mais aussi comme ce qui donne du contenu à la marque, j'allais dire au sens quasiment émotionnel et charnel. Alors oui, privilégions l'invention numérique face à ce qui peut apparaître encore aujourd'hui comme une invasion numérique. Charge à nous d'inventer des nouveaux formats, charge à nous de rechercher des pistes inédites. Le digital, c'est la liberté, mais à nous de l'exercer avec responsabilité. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Donc, j'ai compilé quelques questions. Il y en a une qui m'a beaucoup intéressée. Quand tu parlais des adblocks, David, quelqu'un a posé la question « Non, mais je me demandais si moi, je devais enlever mon bloqueur. » Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Oui, non, peut-être, parfois? Alors, par principe, oui, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger. Et c'est en ça qu'on se garde bien dans notre association de pointer du doigt les consommateurs qui sont venus à adbloquer, parce qu'ils se rendent bien compte que leur site existe toujours, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une pression publicitaire qui reste forte. Et donc, les éditeurs doivent, à mon sens, faire la preuve de ce qu'ils annoncent et de ce qu'ils disent en matière publicitaire. Et à partir de ce moment-là, on pourra renouer ce dialogue et demander aux internautes de venir voir la différence et donc d'accepter peut-être de débloquer leur publicité. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a lutté. Par exemple, moi j'ai signé il y a 2 ans la charte de Fleur Pellerin visant à lutter contre le site de piratage illégaux de films. Parce que ces sites nuisaient énormément en matière publicitaire aux sites qui faisaient bien leur boulot. Pour une raison simple, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisiez des T411 ou autres à l'époque. À chaque fois que vous arriviez sur ces sites, vous aviez de la publicité en veux-tu, en voilà. Et pas toujours, et pour ces enfants, avec une certaine gêne parfois quant aux publicités qui pouvaient y figurer. Et là, nous, on avait des internautes qui nous disaient « mais je ne comprends pas, vous nous dites en permanence que vous faites des efforts, et on arrive sur un site où on veut aller voir des films et il y a de la publicité partout ». Ben oui, mais c'est des sites de téléchargement illégaux. On ne pouvait pas non plus venir leur faire signer nos chartes de bon format. Et c'est en ça que moi j'ai pris le parti de demander aux annonceurs de ne plus investir sur ce genre de site, parce que sinon vous entretenez un flou permanent, et ce travail qui est monitoré tous les 3 mois commence à porter ses fruits. Je ne dis pas qu'il y a seule la publicité qui est en train de restreindre l'accès aux sites de piratage. Il y a aussi une offre légale qui est un peu plus importante qu'il y a quelques années. On est aussi en train de revoir le temps de diffusion entre la salle et votre domicile. Et il y a aussi l'émergence de toute la VOD désormais. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de facteurs qui ont retardé la VOD dans un pays comme le nôtre, ne serait-ce que l'émergence de la TNT, et de la TNT avec publicité d'ailleurs. Toujours sur les adblocks, AdBlock Plus propose sa plateforme Acceptable Ads.
Est-ce que c'est une nouvelle police de la publicité? Alors, moi, je considère que c'est vraiment des organisations pirates, donc j'aurais toujours de la méfiance à aller voir la police des pirates. Et donc, effectivement, en voulant faire bonne impression et donc en voulant lutter pour une meilleure acceptation de la publicité, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, on a à faire face aujourd'hui à des organisations qui vont voir des annonceurs pour les laisser passer dans les mailles du filet. Moi, j'appelle ça du racket. Et donc, effectivement, je serai toujours très prudent vis-à-vis de telles organisations. J'ai une question sémantique aussi. Du coup, on dit numérique ou on dit digital? Ça, on dit comme on veut. Moi, j'aime bien l'acceptation anglaise qui est de digital, parce que je la trouve plus humaine. Et c'est pour ça que j'ai créé un think tank qui s'appelle la Villa Numéris. J'avais une question aussi par rapport à la conférence qui était précédemment sur « Mes datas sont à moi ». Vous savez tous que l'iPhone 7 est sorti il n'y a pas très longtemps, que les casques et les oreillettes sont connectés, qu'on active son Bluetooth pour avoir accès à sa musique, et que Apple a aussi les e-beacons qui sont des petites boîtes dans les magasins qui vous permettent de pousser de la publicité. Et c'est une publicité qui est un peu intrusive parce qu'elle vient sur votre téléphone sans vous avoir rien demandé. Est-ce qu'à ce moment-là, l'utilisation des datas est trop forte, voire pas assez encadrée? Alors, elle est de plus en plus encadrée, puisqu'il y a une directive européenne qui a été adoptée et qui va rentrer en droit français au mois de mai 2018, ce qui laisse 2 ans aux entreprises pour s'y adapter. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité depuis quelques semaines, la CNIL interpelle, du moins envoie des lettres et des demandes d'explications à des grands sites médias. Il y a un certain nombre d'enquêtes également de l'autorité de la concurrence actuellement dans notre pays sur ce sujet. Et effectivement, demain, les consommateurs seront en droit de demander leurs data à leurs prestataires de services. D'ailleurs, vous pourriez le faire aujourd'hui, demander à Uber de vous envoyer votre paquet de data. Alors, je vous donne la réponse. Ils vous diront, comme ça interagit avec d'autres personnes, en l'occurrence le chauffeur de la voiture, on ne peut pas vous donner des datas d'une autre personne que vous-même, et donc revenez nous voir s'il vous plaît. Mais effectivement, à partir de 2018, il y aura aussi la portabilité des datas qui fait que si vous êtes un client Netflix par l'intermédiaire d'un opérateur de télécommunication, que vous quittez cet opérateur de télécommunication pour aller chez un autre, ou vous abonnez directement via le site de Netflix, en principe, vous pourrez demander au cédant de vous communiquer l'intégralité de votre parcours client pour pouvoir attendre de votre nouvel exploitant la même qualité de service et donc tout votre background en l'occurrence. Donc ça va être une transformation très forte et massive de la manière dont on voit les datas. Et je crois qu'on voit dans les discussions qu'on peut avoir avec nos concitoyens une prise de conscience de la valeur de ces datas, ce qui n'empêche pas, et on est parfois surpris, de la liberté de quelques-uns de nos amis sur Facebook ou de nos familles. Et en général, ceux qui sont le moins inhibés ne sont pas ceux qu'on croit, ce ne sont pas les jeunes. Et on a un peu parfois honte quand ces grands-parents arrivent sur Facebook, parce qu'il faut bien voir que la plupart des données sont pas venues, on ne les vole pas nuitamment sur votre ordinateur. C'est bien vous qui les avez postées à un moment, avec certes un degré d'oubli, une faculté qui fait qu'on serait surpris si on nous donnait d'un coup d'un seul l'intégralité des datas qu'on a soi-même postées, qui représentent souvent à longueur de tweet plus que la Bible ne contient de signes. Et pour finir, il y a 2 questions sur les formats de demain. Donc la première, c'est l'IAB-US a sorti des guidelines concernant le poids des pubs. Quelle est la position de l'IAB France? Et puis, est-ce que les bannières display classiques sont mortes? Et quels sont les formats de demain? Alors,
nous, on parle de formats, effectivement, les formats publicitaires. Quand vous allez sur un site web, il y a un format qui est le 300 sur 250, 300 pixels, 250 pixels, que vous retrouvez sur beaucoup de sites et qui est un des formats stars, si je puis dire. Et donc, c'est ce qu'on appelle des formats IAB. Alors, l'IAB US, avec notre concours, moi j'étais à New York fin septembre, a décidé de revoir de fond en comble les formats. Là où on avait jusqu'à présent des formats sur le web, des formats sur le mobile, des formats sur iPad, on a décidé désormais qu'on aurait les mêmes formats sur tous les supports et que ces formats seraient homothétique, et donc, comme des sites en responsive design, s'adapterait à la taille de votre terminal. Ça, c'est le parti pris d'entrée pour avoir une uniformisation pour les exploitants, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un exploitant d'un site web, vous avez plus d'informations, vous avez plus de la moitié de vos utilisateurs qui, en réalité, arrivent sur votre site mobile. Et d'ailleurs, à terme, je pense que les sites web seront plus sobres qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que ces éditeurs penseront avant tout à faire des sites mobiles. Notre contribution, pour répondre à ta question, elle est forte, et pour une raison simple, c'est qu'on est à l'origine de ces réflexions. Parce que nous sommes dans un pays réputé comme un peu plus publiphobe que les autres. Et tous les pays de la planète ont connu le même problème en même temps, de défiance à la publicité par les ad-blockers. Vous imaginez, aux États-Unis, c'est le pays de Times Square, et la publicité sur les sites était un peu à cette aune. Et à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, eux, ils nous embêtent depuis longtemps en disant qu'il faut faire attention, être prudent, exigeant et respectueux des internautes. Et ils sont venus nous voir en disant, aidez-nous, comment on peut faire? Et c'est en ça qu'on est en train d'écrire une charte des bonnes pratiques internationales qu'on devrait signer à travers la planète dans les prochaines semaines, si tout se passe bien. On avait annoncé les prémices à Cologne lors du Demexco, qui est la grande manifestation de rentrée qui s'est tenue en septembre, dans laquelle on engage aussi les annonceurs, parce que ce n'est pas seule une association dans son coin, ça doit être tous les acteurs qui doivent manifester cette conscience au même moment, parce que s'il en manque un à l'appel, ce travail sera vain. Et donc, effectivement, il est important de s'y engager. C'est la responsabilité des professionnels et des associations, mais aussi des concitoyens que le sujet intéresse. Et cette consultation est publique, et vous retrouverez sur le site de l'IAB, iabfrance.org, un lien vers cette consultation publique, dont vous pourrez prendre connaissance et aussi contribuer par le chat qu'on y a mis en place. Donc c'était la dernière question de cette conférence. Donc merci David, merci à vous pour votre attention. Le prochain événement de l'IAB France, c'est un colloque qui a lieu le 22 novembre à Paris. Si vous avez envie de nous rejoindre là-bas, vous êtes les bienvenus. Et puis, une dernière chose, un grand merci aux organisateurs qui ont accepté de faire venir le gros mot de la publicité sur la scène. Voilà, merci. Merci Odile. Merci à tous.